Bonsoir, bienvenue au Bourget, on est d'accord pour nous tous? C'est l'aéroport des milliardaires. Mais nous, ce soir, à Cache, on a décidé d'enquêter sur ce jet privé qui est juste derrière l'avion qui bouge. Vous voyez celui-là derrière moi. Et pour cause, l'État l'utilise régulièrement pour renvoyer des étrangers en situation irrégulière, ce qu'on appelle les fameuses OQTF, dont vous avez beaucoup, mais alors beaucoup entendu parler dernièrement. Ce soir, dans Cache Investigation, on s'intéresse à la place des étrangers dans l'économie française avec une question: à qui profite l'immigration ? En France, on a un sport national qui déchaîne les passions. S'affronter sur le terrain de l'immigration. Moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro. De toutes les façons, l'immigration zéro, personne ne l'a fait, personne ne la fera jamais. Donc vous serez un président impuissant. Surtout quand il s'agit des travailleurs étrangers et de la place qu'ils occupent dans notre économie. Il y a une équipe qui est convaincue qu'on ne peut pas faire sans ces travailleurs étrangers. L'immigration zéro, c'est la mort de nos économies, c'est la mort de nos sociétés. Nos sociétés vieillissantes ont besoin d'immigration. Dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP, vous savez quoi, il y a plein d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers qui servent nos plats dans les restaurants. Si l'ensemble des travailleurs qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère décidaient d'arrêter le travail pendant une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Et il y a une autre équipe persuadée que les travailleurs étrangers voleraient les emplois des Français. L'immigration, elle permet en réalité de faire ce qu'on appelle une délocalisation sur place. Quand on peut délocaliser l'usine, on la délocalise. Et quand on ne peut pas délocaliser, parce que c'est pas facile de délocaliser un restaurant ou de délocaliser la construction d'un immeuble, eh bien on fait venir de l'immigration. C'est un cercle vicieux. Selon eux, cette main-d'œuvre ferait même plonger les salaires des Français. Je sais qu'une partie du patronat adorerait importer de la main-d'œuvre, ce qui ferait une pression à la baisse des salaires en France. Ça n'est pas notre politique salariale ni sociale. Si on veut, à un moment donné, revaloriser les salaires, il faut aussi arrêter l'immigration. L'immigration pénalise-t-elle les salaires et les emplois des Français? La France peut-elle faire sans les travailleurs étrangers? Ce soir, Cache va tenter de tirer les choses au clair. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Calculons d'abord le nombre de travailleurs étrangers à partir des données 2021 de l'INSEE. Ils sont 2,4 millions. 7,66% de la population active. Parmi ces étrangers, certains viennent de l'Union européenne. Ceux-là n'ont besoin d'aucun papier pour travailler. Mais ceux qui vont nous intéresser dans cette enquête, ce sont les autres. Ceux qui doivent avoir un titre de séjour pour travailler. Ils viennent du reste du monde. Ce sont les extra-communautaires. D'après nos calculs, ils représentent 5,24% de la population active. Mais ça, c'est une moyenne. Dans certains secteurs essentiels à l'économie française, cette main-d'œuvre est devenue indispensable. On ne parle pas seulement des grandes villes, mais aussi de la campagne. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été publiés. Cache a réussi à se procurer les statistiques internes du ministère du Travail sur la part des étrangers hors Union européenne. Région par région, métier par métier.
Ils sont surreprésentés dans 3 secteurs. Regardons d'abord les services à la personne, les employés de maison. En PACA, 15% d'entre eux sont des étrangers hors Union européenne. En Île-de-France, c'est 34%. Ensuite, le secteur du BTP. En Occitanie, ils sont 15% des ouvriers et en Île-de-France, 35%. Enfin, l'hôtellerie-restauration. En Auvergne-Rhône-Alpes, ils représentent 13% des aides de cuisine. Eh bien, justement, c'est dans cette région que nous allons poursuivre notre enquête. À entendre les patrons des patrons, il faudrait pouvoir embaucher encore plus de ces travailleurs étrangers. En l'occurrence, c'est la patronne régionale de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui le dit. Martine Courbon. Et d'après Martine, il y a le feu à la cuisine. C'est tous les jours qu'on nous demande si on n'a pas un cuisinier, un serveur, mais même un plongeur. Mais même des plongeurs. Même ça, il n'y a pas. Il y a même ça. La preuve avec la dernière opération organisée par l'UMI pour ces établissements du Puy-de-Dôme. La semaine du 15 mai, c'était la semaine de l'alternance. En appui avec France Travail, on a fait un job dating. Donc nous, on a fait notre part de travail, on a fait venir des employeurs. Et France Travail, ils ont envoyé des demandes aux candidats potentiels. Donc ils ont envoyé 6700 invitations pour venir se présenter ici. Nous avons eu 15 candidats. 15 candidats. 15 ? Ah ouais, seulement. C'est sûr, ça fait pas beaucoup. Sur ces candidats, nous avons eu une candidate française. Sur 6700 ? Sur 6700 envoyés et 15 présents. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le secteur de l'hôtellerie-restauration dans le Puy-de-Dôme ne peut pas fonctionner sans les travailleurs étrangers ? Bien sûr que nous en avons besoin. Laissez-nous accueillir les immigrants qui souhaitent travailler dans nos métiers, ceux qui souhaitent se former, ceux qui souhaitent transmettre aussi. Laissez-les venir avec nous et nous allons travailler ensemble, la main dans la main. Mais dans les faits, parfois c'est compliqué. Restons dans le Puy-de-Dôme, sous le massif du Sancy, le village de Saint-Victor-la-Rivière. Et au milieu, tourne une auberge. Ouais, j'arrive. Au fourneau, il y a Olivier Pirer, Gilbert, son second, et Malik, sénégalais, qui souhaite rester anonyme. La semaine, le jeune homme est étudiant en master de mathématiques. Le week-end, il aide à la plonge et en cuisine. Le chef lui a signé un CDI. Ça, bon, on le prépare pour la truffade aussi. Pour la truffade. Voilà. Chez moi? Ah oui. Oui, il est indispensable. Beaucoup de gens disent que plongeur, c'est facile, c'est pas vrai. Ce qu'il fait comme travail, voilà quoi, c'est impressionnant, tout simplement. Au menu du jour, c'est truffade, escargot et soupe à la colère du chef. Car sous 30 jours, Malik a l'obligation de quitter le territoire. La préfecture n'a pas renouvelé son titre de séjour étudiant. Pour Olivier et son épouse Delphine, c'est la catastrophe. À quelques semaines seulement de la saison estivale. C'est aberrant. Ah bah c'est un truc de fou, quoi. En plus, je veux dire, il bosse comme un acharné, ses études, il a eu ses résultats, il réussit. Pourquoi aller l'emmerder lui alors que... Voilà, ça fout les larmes. C'était pas prévu, quoi. Ah ben non. C'est pas prévu. Déjà, c'est pas prévu pour lui parce qu'il lui reste une année d'études. Pour nous, je veux dire, on est juin, quoi. Je veux dire, on est au début de saison, quoi. À la veille de la pleine saison. C'est quelqu'un qui, chez nous, connaît tout. Alors, pour une fois, on a quelqu'un qui sait travailler, qui a envie de travailler. Allez, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Bien vu la France, quoi. D'autant que dans ce petit coin de montagne auvergnate,
le chef a bien du mal à trouver des candidats. Pourquoi vous embauchez des étudiants étrangers? Je veux dire, on a besoin De quelqu'un qui veut travailler. de quelqu'un qui veut y travailler. Après, Pourquoi dire qu'un Sénégalais, un Algérien, un Tunisien, ce que vous voulez comme nationalité, ne puisse pas travailler? Voilà, les Français, s'il y en a, on les embauche. Le souci, c'est que, voilà, quoi, on n'a pas de candidature. Sans titre de séjour, Malik n'a plus le droit de travailler. Quelques semaines plus tard, le couple mettra fin à son contrat. Malik a déposé un recours pour contester son obligation de quitter le territoire. Hôtellerie-restauration, service à la personne, BTP. Pourquoi ces travailleurs étrangers sont-ils plus nombreux dans ces secteurs? Ont-ils un impact sur l'emploi en France? Peuvent-ils, par exemple, faire baisser les salaires? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés au CEPI, un organisme de recherche publique rattaché à Matignon. Nous avons rendez-vous avec Anthony Edo. Son nom ne vous dit rien, mais les travaux de cet économiste finissent directement sur le bureau du Premier ministre. Commençons d'abord par l'interroger sur certaines idées reçues. Allez. Est-ce que la France fait partie des pays qui accueillent beaucoup d'étrangers par rapport à ses voisins européens, par exemple? Alors, quand on compare par exemple les taux d'immigration permanente en France et dans d'autres pays, notamment de l'OCDE, on remarque que le taux d'immigration en France est 2 fois plus faible que dans la moyenne des pays de l'OCDE. D'accord, alors quand on interroge les Français, on n'est pas du tout sur cette perception-là. Vous avez une idée justement de la perception des Français, du nombre d'étrangers en France ? D'étrangers non européens, oui, il est entre 15 et 20%. Alors que la réalité est à 5%. Exactement. Toutes les études montrent qu'il y a là un décalage très important entre la perception du phénomène migratoire et sa réalité. En France, il y a 3 secteurs où les travailleurs étrangers sont très présents, le BTP, la restauration et l'aide à la personne. Qu'est-ce qui explique que ces secteurs en particulier emploient autant d'étrangers hors Union européenne ? Ces métiers-là dont on parle sont souvent des métiers contraignants, avec un travail répétitif, un travail difficile, des heures fractionnées, morcelées, hachées, et donc... Et des salaires bas. Exactement. Et les immigrés à qualification égale ont davantage tendance, justement, à accepter des conditions d'emploi difficiles, des conditions de travail éprouvantes. Donc ça veut dire est-ce qu'ils acceptent des métiers que les Français n'acceptent plus, les salariés français? Au salaire en vigueur, les immigrés acceptent des activités, des métiers que les Français n'acceptent pas. On entend beaucoup le discours, ces travailleurs étrangers, ils volent le travail des Français. C'est un discours que l'on peut entendre et il y a plusieurs études qui ont été menées à ce sujet-là. Et l'immigration n'a globalement pas d'effet ni sur le salaire moyen, ni sur le taux de chômage moyen, ni sur l'emploi moyen des autres travailleurs, des travailleurs non immigrés. Mais vous voulez dire qu'il y a plusieurs études qui ont été faites et toutes s'accordent pour dire que ça ne fait pas baisser le salaire, ça ne fait pas augmenter le taux de chômage? Alors, pas qu'en France d'ailleurs, dans d'autres pays. S'il y a un consensus, c'est bien que globalement, l'immigration ne va pas déstabiliser le marché du travail, ne va pas affecter ni l'emploi ni les salaires. Après, l'immigration peut avoir des effets différenciés sur certains groupes de travailleurs. C'est-à-dire ? L'immigration peut réduire les opportunités économiques des travailleurs dont les qualifications sont similaires à celles des immigrés. Mais la concurrence ne s'exerce pas nécessairement entre les immigrés et les Français nés en France. La concurrence s'exerce surtout au sein de la population étrangère, au sein de la population immigrée, de telle sorte que, par exemple, une augmentation du nombre d'étrangers dans certains métiers du BTP va surtout réduire les opportunités économiques des travailleurs, justement, immigrés, issus des vagues précédentes d'immigration. Alors justement, certains dans le paysage politique aujourd'hui défendent l'idée d'une immigration zéro. Est-ce que l'immigration zéro peut booster l'économie française ? L'immigration zéro, d'un point de vue purement économique, n'aurait aucun effet positif sur la croissance. À l'inverse, les études montrent que plus d'immigration, c'est plus de croissance économique. Et si on procède à des expulsions massives, parce qu'on entend ça aussi dans le paysage politique en ce moment en France, est-ce que oui, ça boosterait l'économie ou pas ?
Alors, dans les années 1930, il y a eu donc des rapatriements forcés de Mexicains des États-Unis donc au Mexique. Et certains chercheurs ont essayé d'évaluer justement les effets de ces rapatriements forcés sur les salaires et l'emploi des Américains. Et ils ont montré ni revalorisation de salaire, ni revalorisation de l'emploi. À l'inverse, ils montrent même qu'il peut y avoir des effets contre-productifs pour les économies, parce que le rapatriement forcé, comme cela a été le cas aux États-Unis, peut déstructurer en fait l'économie à un moment donné et même pénaliser les salaires des travailleurs. Mais donc, ça a plutôt été néfaste pour l'économie américaine. Enfin, ça a défavorisé les travailleurs américains de l'époque, exactement. Merci à vous, Anthony Edo. Merci beaucoup. En France, parmi les travailleurs étrangers, il y a aussi des personnes en situation irrégulière. Des sans-papiers que certains patrons sont prêts à embaucher en toute connaissance de cause, faute de candidats dans leur région enclavée. Retrouvons le Massif central, plus précisément le Cantal. En 3 décennies, ce département a perdu 9% de ses habitants. Et la population vieillit. Alors, forcément, pour répondre à ces besoins, les brasses se mettent à manquer. Nous avons déniché le classement des métiers qui ont le plus de mal à recruter dans le Cantal. Il provient de la DARES, qui dépend du ministère du Travail. Qu'il s'agisse des aides à domicile, des aides-soignants ou des professionnels de l'action sociale, le secteur de l'accompagnement est dans le rouge. Dans le top 10 des professions les plus en difficulté. Première cause identifiée, le manque de disponibilité de main-d'œuvre. À Aurillac, le chef-lieu du département, on recherche même des aides à domicile sur des affiches en 4x3. Eh oui. Pourtant, il y a bien eu au moins une candidate disponible et un employeur prêt à lui signer un contrat. C'est du salaire mensuel brut de 1 958 €. Loué et approuvé, bon pour accord. Je dis pour nous, ça serait vraiment une nouvelle vie. On vous présente Sandra, 34 ans, et un diplôme d'infirmière obtenu dans son pays, la Serbie. Mais c'est dans le Cantal que se passe le reste de son histoire. Nous sommes à Aurillac, en 2022. À l'époque, la jeune femme y vit en situation irrégulière, après avoir été déboutée de sa demande d'asile avec sa famille. Elle décide de postuler dans les établissements de soins du secteur. J'ai parti de beaucoup de maisons de retraite pour demandes pour travail et tout le monde cherchait du enseignant. Vous avez dit pénurie, c'est bien ça? Comme ce jour où Sandra entre simplement déposer son CV à l'accueil d'un EHPAD. Et quand la dame dit « Ah d'accord, votre papier est super parfait, allez, viens madame, nous avons besoin de la dame tout de suite. » Je dis « Maintenant, je reste pour travailler. » Elle dit « Oui, oui, quand c'est pas problème pour vous, 12 heures aujourd'hui, c'est bon pour vous. » Je dirais « Oui, oui, c'est bon. » Mais comme elle est sans papier, l'EHPAD ne la fera pas revenir après cette première journée. En revanche, quelques temps plus tard, une association du coin embauche Sandra pour de bon, en toute connaissance de cause, pour s'occuper de personnes en situation de handicap. Un temps plein à 35 heures et à durée indéterminée. Oui, oui, un CDI. Là. L'association qui vous a fait ce contrat, elle savait que vous étiez en situation irrégulière. Oui. Et malgré ça, elle vous a fait ce contrat parce qu'elle avait vraiment besoin de vous? Mais c'est vraiment besoin de personnes qui travaillent. Et dit, à Aurillac, par exemple, la dernière 6 mois, nous n'avons pas trouvé un enseignant qui acceptait du tout les choses pour travailler. Nous avons besoin de travailleurs. Vous venez ici et vous travaillez. C'est 26 octobre 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après cette explosion avec 45 policiers et retourne à notre pays d'origine, Serbie. Ça, c'était le 31 octobre 2022.
2 jours avant sa prise de poste, Sandra est renvoyée du territoire français. Comment les entreprises de services à la personne font-elles face à cette pénurie de main-d'œuvre? Bonjour, monsieur Alzon. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, enchanté. Brice Alzon représente les patrons de ce secteur. Pour lui, il y a urgence à trouver des solutions, car la France n'est qu'au début de cette crise du recrutement. Ok, on démarre. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Ça représente combien de salariés ou combien d'employés pour tout le secteur? Alors les services à la personne vont de la petite enfance sur les services de la vie quotidienne jusqu'à l'aide de personnes âgées. D'accord. Alors aujourd'hui en France, ça regroupe 1 500 000 personnes. Quand même. Quand même. Et à l'heure actuelle, il vous manque combien de personnes pour faire face aux besoins aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, on a besoin pour tout ce qui est petite enfance, crèche, micro-crèche, de 60 000 salariés en plus. Ouais. Pour tout ce qui va être aide aux personnes âgées, 50 000. D'accord, donc on est déjà à 110 000. On est déjà à 110 000 et pour tout le reste, ménage, un petit jardinage, etc., il nous faut encore donc 40 000. Donc on est sur un besoin immédiat de 150 000 personnes. Ah oui, d'accord, immédiat. Cette pénurie est vraiment criante partout en France. Campagne, ville, partout. Exactement, oui. Et ça, c'est valable aussi bien pour le secteur dit privé que le secteur associatif. Il y a vraiment le feu. Il faut savoir que là, on en est qu'au début, donc il y a de la pénurie avec les 150 000 personnes et salariés qui nous manquent aujourd'hui. Ouais. Mais de 2028 jusqu'en 2040, on va rentrer sur l'âge des papy-boomers. Ouais. Ça ne va faire que s'aggraver. Et là, nous, on a un besoin estimé entre 800 000 personnes et 1 million de personnes supplémentaires. Ah d'accord. Donc vous avez vous-même une entreprise, vous êtes dans la même situation, vous la vivez au jour le jour, cette pénurie? Ah non, on la vit vraiment, on la vit vraiment au quotidien. Par exemple, là, on a fait des demandes dans des zones un peu rurales, par exemple, comme à Sungod dans le 68. Oui. C'est à 80 km de Mulhouse. On n'a personne. Vous n'avez plus de candidats? Dans la boîte mail, il n'y a plus personne qui répond à nos demandes. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver ces travailleurs qui vous manquent parmi les travailleurs français? Je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui sont liés à l'attractivité de nos métiers. Alors, vous parlez de problèmes d'attractivité. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'attractivité de côté salaire aussi? Parce que c'est des métiers difficiles, c'est des métiers où parfois on a un emploi du temps fractionné et où on est payé à peine plus que le SMIC, objectivement. C'est vrai. Je reprends le cas, par exemple, des crèches en ce moment. Ouais. Les 3 gros principaux acteurs du marché ont fait un petit coup de pouce peut-être sur l'année de 2024 où ils ont augmenté sur un équivalent temps plein de 80 € jusqu'à 150 € par salarié par mois. D'accord, mais vous êtes d'accord que c'est peut-être pas encore assez? Ah, mais si on peut faire plus, évidemment, ce serait... Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises que vous représentez peuvent faire sans les travailleurs étrangers? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les travailleurs étrangers. Il y a juste un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre secteur, les travailleurs étrangers représentent déjà 25% de nos effectifs. Donc, 25%? Exactement. Donc aujourd'hui, avec 25% de nos effectifs de travailleurs étrangers, il n'y a pas de sujet de savoir si on doit travailler avec ou sans les travailleurs étrangers. Donc c'est indispensable pour vous? C'est indispensable. Retirer aujourd'hui 25% de travailleurs étrangers où nous sommes déjà sur des métiers en tension, nos métiers s'arrêtent. À ce stade, il faut qu'on vous dise. Pour accélérer le recrutement d'un travailleur qui se trouve en dehors de l'Union européenne, une solution existe. Sauf que vous allez voir, elle est assez mal fichue. Il faut être sur une liste spéciale, fixée par les ministères du Travail et de l'Intérieur dans cet arrêté de 2021. On l'appelle la liste des métiers en tension. C'est simple. Si vous voulez embaucher un étranger pour un métier qui figure sur cette liste, vous bénéficiez d'une procédure express pour lui obtenir une autorisation de travail. Il y a une liste par région, de maximum 30 métiers. On voit qu'il y a du métier derrière. Demandons à Martine Courbon, la patronne de l'hôtellerie-restauration en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'il y a sur la liste de sa région. Il y en a beaucoup. Il y a les agents de maîtrise et assimilés des industries, les agents d'entretien des locaux. Je vais vous en passer, les géomètres, les monteurs, ajusteurs. Il y en a toute une tapée. Les derniers en date, ce sont les viticulteurs. On est d'accord avec tout ça, mais nous ne sommes pas dessus, nous ne sommes pas cités. Ah bon?
Ah bah alors, comment ça se fait? Attendez, on revient. Je peux parler? Oui, 2 secondes, Martine. Le temps qu'on vérifie, voilà, c'est tout. Effectivement, sur la liste d'Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a aucun métier de la cuisine. Enfin bon, quand même, il y a les maîtres d'hôtel, non, Martine? Les maîtres d'hôtel? Bah oui, c'est bien. Mais est-ce que vous trouvez des maîtres d'hôtel dans tous nos établissements? C'est pas le job principal de nos métiers, quand même. Ce qui nous manque le plus actuellement, ce sont les cuisiniers. Par exemple, sur le début de l'année, dans le Puy-de-Dôme, il y avait 770 offres de postes de cuisiniers. Même constat pour les autres régions. On ne trouve aucun aide de cuisine ou cuisinier. En revanche, il y a tout un tas de métiers qui représentent peu d'emplois sur le marché du travail, comme les régleurs, ou les tuyauteurs, ou encore les géomètres, qui figurent, eux, dans 8 régions. Et il y a aussi les dessinateurs en mécanique et travail des métaux, 11 régions sur 13. Ça semble en fait complètement déconnecté du terrain, cette liste. Oui, complètement déconnecté du terrain, absolument. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que vous soyez pas sur cette liste de métiers en tension. Nous, c'est pas nous qui décidons. Qui décide? Eh bien, c'est là-haut. Vous parlez du Très-Haut, Martine? Mais non. Là-haut, c'est Paris, au ministère du Travail. En 2021, c'est lui qui s'est occupé de préparer les listes de métiers en tension en concertation avec les régions. Au cabinet de l'époque, nous avons retrouvé John. Allô? Oui. L'un des conseillers chargés de la procédure. En réalité, il ne s'appelle pas John, et ce n'est pas un acteur américain. C'est un conseiller ministériel qui a souhaité rester anonyme. Le truc, c'est que si j'en parle, on peut en parler en off. You got it, John? Alors, sur ces listes? C'est vrai que c'était assez sommaire, hein. En fait, il y avait beaucoup de métiers qui, bon, certes, sont très tendus, mais bon, enfin, qui vont pas changer l'économie française en matière de main-d'œuvre. Est-ce que par exemple régleur, c'est vraiment le métier dont on a le plus besoin? Mais non. Ou tuyauteur? Ouais, voilà. Vous savez ce que c'est, vous, un tuyauteur? Non, pas trop, non. Et pourquoi une liste de 30 métiers? Alors ça, c'est un choix assez arbitraire. On aurait pu aller à 50. Effectivement, c'est pas génial. C'est pas génial. Mais une dernière question nous taraude, John. Pourquoi les métiers de la restauration ne figurent quasiment pas sur les listes? Sur les hôtels, cafés, restaurants, sur la propreté, tout ça, tout le monde se disait, bof, enfin, après tout, on a suffisamment de gens sur place qui sont au chômage pour occuper ces emplois. Sauf que tout miser sur les chômeurs, ça n'a pas vraiment fonctionné. La pénurie de main-d'œuvre est toujours là. Alors, en 2023, le gouvernement décide de faire voter une nouvelle loi sur l'immigration, censée faciliter la régularisation de certains sans-papiers. Désormais, si un sans-papier occupe un emploi figurant sur la liste des métiers en tension, sous certaines conditions, il pourra bénéficier d'un titre de séjour d'1 an. Une mesure défendue par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. Régularisons ceux qui travaillent, ce sera 10 000 régularisations en plus dès l'année prochaine, ce sera l'acquis de la majorité de ce texte. Et ce n'est pas tout. Son collègue d'alors, au ministère du Travail, Olivier Dussopt, souhaite élargir ses listes. Car lui aussi a fini par se rendre compte qu'elles n'étaient pas très adaptées. Elle comporte quelques incongruités, quelques manques. Les métiers de la restauration, ils sont par exemple aujourd'hui peu présents. Alors cette liste doit être plus en phase avec la réalité des tensions de recrutement. Traduction, les secteurs où les pénuries se font sentir devraient enfin intégrer cette liste de métiers en tension. Une date est même annoncée. Les nouvelles listes, ce sera pour juillet. Et puis... Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Juillet est passé. Août, septembre, octobre. À la mi-novembre, toujours aucune nouvelle. Nous avons interrogé le ministère de l'Intérieur
et proposé une interview à Bruno Retailleau. Il a refusé de s'exprimer sur ces nouvelles listes de métiers en tension. Mais peut-être que Brice Alzon, le président de la Fédération des entreprises de services à la personne, est mieux informé que nous. Avec la nouvelle loi immigration, il était également prévu que ces listes qui datent de 2021 soient réactualisées tous les ans. Mais est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, du coup, va sortir ces nouvelles listes ? Alors, il vient juste d'arriver, donc on va voir comment il va avancer. Mais je peux vous assurer que sur les métiers de l'aide aux personnes âgées ou de la petite enfance, il faudrait absolument qu'on soit présent sur ces 13 toutes les listes de toutes les régions, absolument. Très clairement. C'est vrai que Bruno Retailleau a des positions très fermes sur ce sujet-là. Moi, je pense à l'inverse, que le travail est un facteur d'intégration sociale. Et encore une fois, sans travailleurs étrangers, nous n'y arriverons pas. Puisque avec une demande de plus de 800 000 personnes de 2028 à 2040 à recruter, nous n'y arriverons jamais avec la population française telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc vous êtes favorable à la régularisation des travailleurs sans papier, là où il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme dans votre secteur? Effectivement, moi j'avais pris une position assez ferme lors de cette loi immigration, où je trouvais que ces personnes-là qui travaillent depuis plusieurs années en France et qui ont pour certains des bulletins de paye, et qui pour certains paient des impôts, des charges sociales, en tout cas. Je vous le dis, je trouve anormal que ces personnes-là ne soient pas régularisées. Et vous avez un chiffre? Côté service à la personne, ça ferait entre 3 000 et 5 000 personnes. Oui, donc c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Merci à vous, Brice Alzon. Merci à vous. Des régularisations qui ne suffiront pas à combler les pénuries d'aujourd'hui. Et encore moins celles des années à venir. Il faut maintenant qu'on vous parle d'une très bonne affaire. Les migrants peuvent aussi représenter un juteux placement. C'est l'histoire de demandeurs d'asile devenus plus rentables que le livret A. Vous avez du mal à voir comment c'est possible? Eh bien, des hôtels vieillissants ont été transformés en centres d'hébergement. Cet investissement immobilier rapporte beaucoup d'argent à des grands groupes privés. Pour commencer, on file dans le Béarn. On va vous montrer l'un de ces bons plans immobiliers. Direction l'entrée de la ville de Pau. Faites-nous confiance, les zones d'activité, c'est très porteur. Il est là, là. Là, on l'aperçoit ici, là. Bâtiment blanc? Ouais. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur un bien coup de cœur, hein. On est plutôt sur un bien atypique, vous voyez? C'est ce qu'on appelle un PRADA, pour Programme Régional d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile. Celui de Pau est le plus grand centre de ce type. Bonsoir. Marie, enchantée. Enchantée, merci beaucoup. 2 demandeurs d'asile afghans acceptent de nous montrer les lieux, à condition de garantir leur anonymat. Sinon, ils craignent d'être expulsés du centre d'hébergement. On ne montre pas de visage, on veut juste montrer à quoi ressemble l'intérieur et dans quoi vous vivez, en fait. Comme beaucoup de résidents, ces Afghans ont fui la guerre dans leur pays. J'habite 2 ans pour ça. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est l'accueil? Ces demandeurs d'asile ont été placés ici par les autorités, le temps que la France décide ou non de leur accorder le statut de réfugié. 140 personnes vivent entre ces murs, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut voir une chambre? C'est bon? C'est un chambre, c'est pour 2 personnes, c'est 9 mètres carrés. Soit 4,5 mètres carrés par personne. Pourtant, en France, la règle est claire. Dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est 7,5 mètres carrés par résident. Ici, dans cet espace, il faut tout partager.
Petit frigo, lavabo, sans compter les colocataires indésirables. Ça marche? Ok. Ah ouais, t'as vu? TGV, le surnom des cafards. Ici, ils se faufilent partout. Les cuisines font la taille d'une chambre, mais sans chaise pour s'attabler. Ça, c'est salle de cuisine. C'est pour 20 personnes. Il vaut mieux être patient pour préparer ses repas. Et celle-là, elle marche pas? Il ne marche pas, juste un et deux marches. Depuis un an, ça marche. Depuis un an, elle est en panne? Bah, c'est quoi ça? Michel, t'as changé de chaîne ou quoi? Ah bah non. En fait, c'est une vidéo qu'on a reçue un mois plus tard. Des champignons qui poussent à même les meubles dans une autre cuisine du centre. Nombre d'équipements semble hors d'usage. Celle-ci, elle marche pas? Depuis 6 ans. Et il y a plus grave, en matière de sécurité. Certaines installations ne sont carrément pas aux normes. En fait, mais pourquoi ils n'ont pas changé la vitre? Il y a encore le verre cassé derrière nous. Exemple, cette porte coupe-feu rafistolée avec du carton. C'est longtemps comme ça. Attention. Attention. Il y a là le début, il y a toujours c'est fort, c'est pas chaud. Mais ce qui gêne le plus les résidents, c'est l'insalubrité des douches. Une pour 30 personnes. Mais le truc, il est moisi. L'eau, elle s'enfile de la cabine de douche qui est au-dessus. Ici, là. Là, en fait, il y a des fils électriques qui passent parce qu'il y a une... Oh la vache. Une bâtisse à bout de souffle qui fuit, déborde et craque de partout. En France, c'est une obligation instaurée par la Convention de Genève, mais aussi par le préambule de notre Constitution. La République doit accueillir les demandeurs d'asile le temps de traiter leurs demandes. Sauf que l'État a depuis longtemps délégué cette mission à des associations, mais aussi à une société, CDC Habitat. Ce sont ces structures qui hébergent les demandeurs d'asile. En échange, l'État leur verse une dotation calculée à la journée pour chaque migrant accueilli. Derrière le centre de Pau, on retrouve le groupe CDC Habitat. Un mastodonte de l'immobilier public, au chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros. Le cœur de métier de CDC Habitat, le logement social. Mais pour l'hébergement des demandeurs d'asile, il a confié ça à l'une de ses filiales, Adoma. Adoma est le premier bailleur du logement et de l'hébergement accompagné de France pour les personnes en difficulté et participe ainsi à une mission d'intérêt général. Aujourd'hui, Adoma est l'opérateur qui accueille le plus de demandeurs d'asile, dont plus de 5300 dans ses centres d'hébergement Prada, comme celui de Pau. Or, les manquements à l'hygiène et la sécurité que nous avons constatés lors de notre visite ne seraient pas des défaillances isolées. L'équipe de Cash a récupéré un dossier contenant de nombreux éléments sur d'autres Prada ailleurs, en France. Résidents, autorités, salariés, les alertes semblent concordantes. Douches débordant d'eau usée jusque dans les couloirs, avec ces digues de terre dressées par les demandeurs d'asile pour éviter l'inondation de leurs chambres. Un phénomène qui, dans certains centres, peut prendre des proportions alarmantes, d'après le témoignage de cet ex-salarié. Les résidents sont restés des mois et des mois avec un rez-de-chaussée complètement inondé, les pieds dans la merde, dans l'eau et de la merde, avant que les gens soient sortis de ces conditions indignes, quoi. D'autres anciens employés dénoncent, eux, l'attitude d'Adoma, le gestionnaire de ces centres.
que ce soit pour ses salariés ou pour les gens qui l'hébergent, il n'y a pas de considération. De toute façon, si vous n'êtes pas content, vous partez. Les autorités aussi s'inquiètent. Dans ce centre, à côté de Grenoble, un rapport du service départemental d'incendie pointait, en cas de feu avéré, un risque important de victimes. Bref. C'est complètement insalubre, quoi. Sauf que derrière ces conditions d'accueil indignes, on trouve de grands investisseurs privés, pour qui ces centres sont un placement immobilier. Coupe. Revenons d'abord au début de toute cette histoire. Nous allons retrouver l'homme à l'origine de cette opération financière dans les beaux quartiers de Paris. Et alors, oui, il parlait de quoi, c'est ça ? Du Prada. Il nous reçoit dans son salon. André Hichet. On vous l'accorde, André Hichet n'est pas connu du grand public. André Hichet n'est pas connu du grand public. Il a présidé aux destinées d'abord d'une entreprise moyenne de logement qui était la Société Nationale Immobilière, qui est devenue CDC Habitat et qui au total aujourd'hui contrôle en gros 550 000 logements, c'est-à-dire la grosse entreprise en réalité de l'immobilier public en France. André Hichet a quitté la présidence de CDC Habitat en décembre 2023. C'est sous sa direction qu'a été lancé le projet des Prada. Ce projet de mémoire, il a dû voir le jour dans les années 2015-2016, période donc où notre pays a connu, c'était pas la dernière fois, une vague d'immigration assez importante. De mémoire, je pense que c'était essentiellement lié aux événements en Syrie, enfin bon. Il parle d'un temps que vous, les plus de 20 ans, connaissez forcément. Celui de la Syrie, mais aussi de l'Afghanistan, de l'Irak. Les guerres qui n'en finissent pas de déchirer le Moyen-Orient font fuir les populations. 1 million de migrants, rien qu'en 2015, aux frontières de l'Union européenne, confrontés à un afflux historique. Regardons les choses en face. Nous sommes confrontés à l'arrivée exceptionnelle de femmes et d'hommes depuis le début de l'année. Beaucoup ont fui la guerre et les massacres. D'autres cherchent une vie meilleure. Voilà les principes. Solidarité, responsabilité. Sauf qu'à l'époque, en France, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont saturés. Le problème qui s'est posé à l'État était double. Il était d'une part de trouver des possibilités d'accueil et d'autre part de maîtriser malgré tout la charge pour les finances publiques et qui allait en résulter. L'État va demander à CDC Habitat de lui créer de nouvelles places, avec une condition. Faire ça au moindre coût pour l'État. André Hichet va donc confier cette mission à l'un de ses responsables financiers. André vient me voir et me dit « Est-ce que tu es capable de me créer 10 000 places d'accueil très vite ?» Derrière cette voix, on vous présente Vincent Mahé, le cerveau qui a conçu le projet Prada. D'accord, bah écoutez... Aujourd'hui, il ne travaille plus pour CDC Habitat. Nous ne lui précisons pas qu'il est enregistré. Vous êtes quoi? Vous êtes journaliste? Moi, je suis journaliste pour la télévision publique. Qu'est-ce que vous voulez savoir, en fait? Durant 2 longs entretiens par téléphone, Vincent Mahé accepte de nous raconter le montage du projet. Premier problème, trouver des bâtiments pas chers. Et donc, il faut que je trouve un truc où je reprends tout de suite des structures, puisque j'ai pas le temps de les construire, je les achète pas cher, et j'arrive à les amortir vraiment très vite. Je savais qu'à l'époque, l'hôtellerie économique française allait pas bien, notamment Accor, pour le nommer, avait envie de recycler ces hôtels Formule 1. Ah bah là, vous connaissez forcément les hôtels Formule 1. Milieu des années 80, le groupe Accor crée la première chaîne d'hôtels à bas coût. La moins chère des chaînes françaises.
Des hôtels en kit, assemblés et ouverts en quelques semaines. Les sanitaires et les toilettes, entièrement en plastique, sont au bout du couloir. Des douches communes, une pour 4 chambres. Une chambre, 9 mètres carrés. Le strict minimum, en bordure de ville, pour accueillir les simples visiteurs de passage. Pas vraiment le genre d'endroit où on a envie de s'éterniser. Ça n'est d'ailleurs pas le but recherché. Dans les années 2010, après 2 décennies d'exploitation, Accor a un problème. Ses Formule 1 se vident. Le groupe envisage alors de se séparer d'une partie d'entre eux. 62 de ces hôtels, exactement. De manière un peu inespérée, au fond, finalement, pour eux, on dit, nous, on est prêts à acheter tout ça en bloc. Voilà, pour les transformer en foyers destinés à accueillir des migrants. Qui voulaient se débarrasser, en fait, de ces hôtels, c'est ça? Alors, se débarrasser, c'est Sans pas défaire. le terme. S'en défaire, c'est déjà mieux. Et en tout cas, je pense avoir apporté une solution globale et rapide au groupe Accor. Seulement, dans son plan, l'équipe de CDC Habitat a un problème. Un problème à 100 millions d'euros. Les hôtels coûtent 78 millions et pour les transformer, il faut ajouter minimum 22 millions. Comme Adoma n'avait absolument pas les fonds pour acheter les murs, il fallait lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Alors, à la table, l'équipe de CDC Habitat invite des investisseurs catégorie poids lourd. Le groupe Caisse des dépôts, mais aussi des géants de l'assurance privée. Aviva, ProBTP, lui, on le connaît un peu moins. Mais celui-ci, oui, la Maïf. Assureur militant. Suivi de BNP Cardiff. Et enfin, CNP Assurance. Ensemble, ils vont mettre de l'argent dans un fonds d'investissement créé pour l'occasion, Hémisphère. Ce fonds pèsera 100 millions d'euros. Les hôtels, transformés en centres d'hébergement, seront ensuite confiés à Adoma. Et en retour, Adoma devra payer un loyer au fonds d'investissement. Avec ce loyer, le fonds remboursera l'argent qu'il a investi, mais il encaissera aussi des dividendes chaque année. Donc c'est de quelle heure à peu près? Non, mais si vous voulez, je ne l'ai plus exactement en tête, là, mais... Ah bah mince alors. Non? Bon. Sur cette question, il y en a un qui va être un peu plus causant. Un ancien président également. Mais celui d'Adoma, cette fois. Ma grand-mère, elle disait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et c'était exactement ça. Lui, c'est Patrick d'Outreligne. Longtemps, ce spécialiste du mal-logement a dirigé la fondation Abbé Pierre. Puis, en 2015, il a pris la tête du conseil d'administration d'Adoma. Et puis, sa maison mère, CDC Habitat, est arrivée avec les investisseurs du fonds Hémisphère. C'est des gens qui ont très peu le souci du social, donc ils sont sur un montage économique d'investissement. Il faut leur assurer une rentabilité. On a tout dit quand on a dit ça. Ils vous l'ont communiqué à l'époque, le taux du fonds ou pas? Non. J'ai posé la question, c'était entre 3 et 4%. Entre 3 et 4%. Ouais. Ce qui était pas mal. Pour l'immobilier, c'est pas mal. Plus, moins... Voilà. Ah ben, faut que j'en parle à papa. Hein. Un demandeur d'asile, c'est plus rentable qu'un livret A. Ah oui, plus de 3% chaque année. Trop stylé. En interne, Patrick d'Outreligne a d'emblée dénoncé l'irruption du secteur privé dans l'accueil des demandeurs d'asile. C'est la première fois qu'il accepte d'en parler publiquement. C'est le même débat que les EHPAD. À partir du moment où on dit « Tiens, on ne veut plus faire d'investissement, ils vont faire des dépenses minimum, on va filer ça au secteur privé »,
c'est-à-dire dégager de la rentabilité sur quelque chose qui est déjà ingérable avec le peu de moyens qui est donné. Donc, s'il n'y a pas une force morale et politique forte pour dire oui, mais il faut des conditions minimum d'encadrement, d'accueil et puis d'intégration, ça ne peut se faire qu'au détriment de ceux qui y vivent. Ça ne peut pas être autrement. Malgré ces alertes, du côté des investisseurs, le business plan est validé. Reste à savoir combien l'État est prêt à verser à Hadoma. Avec cette dotation, il faut pouvoir couvrir les salaires du personnel qui travaille dans les centres, l'entretien des locaux, les équipements et bien sûr, le loyer qu'Adoma doit payer au fonds d'investissement. L'État impose un tarif serré. Ce sera 16,50 € par jour et par demandeur d'asile. Quand ils ont sorti 16,50 €, moi j'avais dit que c'était ingérable, c'était pas possible. C'est de l'accueil low cost, j'allais dire. On a reproduit en pire ce que le Formule 1 était à Accor. On l'a reproduit sur une structure sociale en disant c'est mieux que la rue. C'est mieux que là où ils étaient dans leur bled ou dans leur village. C'est eux qui ont voulu venir. Voilà le type de raisonnement qu'on peut entendre, et bien sûr que ça choque. Face à l'État, Hadoma n'a pas le choix et signe à 16,50 €. Quelque temps plus tard, Patrick d'Outreligne démissionne. Il refuse ces conditions. En revanche, du côté des créateurs du fonds... Mine de rien, c'est dur à absorber. On a fait ce qu'on fait toujours dans ce cas-là, on a revu le budget, on a essayé de gratter à droite et à gauche, d'encadrement, vous grattez surtout. La vraie vie, c'est ça, si vous voulez. Il faut avoir des principes clairs et il faut avoir une exécution souple. Voilà. Dans l'armée de l'air, on disait il faut voir loin et piloter serré. Comme nous avions nous-mêmes pris quand même quelques précautions et quelques marges, ça ne soulevait pas de problème particulier. Ça peut jouer aussi sur la qualité d'accueil. Bien entendu, oui, bien entendu. Et sur les conditions de travail des salariés d'Adoma Oh, bien sûr. Il faut que tout le monde s'adapte un petit peu. C'est une période où j'étais malade tous les soirs en rentrant, moi. Je rentrais, je tremblais, quoi. Des salariés qui ont dû s'adapter un petit peu aux conditions du fonds d'investissement, en voici deux. Nous les avons retrouvés là où notre enquête avait commencé, à Pau. Jonathan Ménara et Nabila Benalal s'y sont rencontrés en 2022, recrutés comme travailleurs sociaux pour s'occuper des demandeurs d'asile hébergés dans le centre. Tous deux ont démissionné, écœurés par les dysfonctionnements qu'ils ont vécus dans ce Prada. On sait que dans le social, c'est du système D en règle générale, mais là, moi, ça a été au-delà de ce que j'ai pu donner dans ma carrière. Oui, il ne manque pas grand-chose. C'est ça qui me fait encore plus râler. On ne demande pas à ce qu'il y ait des chambres de 25 mètres carrés individuelles avec des douches à l'italienne et une cuisine avec un bar. C'est pas ça qu'on demande. S'ils vivaient ne serait-ce qu'à... Quoi, voilà, par exemple, très concrètement. Je prends un exemple. Si déjà ils étaient accueillis à une personne par chambre. Voilà, au lieu de deux. Ça changerait le quotidien, déjà. Mais bon, on perdrait aussi 75 places de prix de journée, donc du coup, c'est beaucoup moins rentable. Mais ne serait-ce que ça, voilà. Un escalier propre, un toilette qui a été refait, et même s'il y a un petit peu d'humidité de temps en temps, ou que la moquette est un peu sale, ou que la porte est pas... Bon, mais ça, c'est pas grave. Ça peut être ancien, ça peut être vieux, ça peut être vétuste, voilà, c'est une chose. Que ce soit immonde, que ce soit indigne, ça n'est une autre. À Pau, ces salariés dénoncent aussi une traque aux dépenses. Il n'y avait pas de papier toilette dans les WC. Il n'y a pas de papier toilette dans les WC? Non. On l'a réclamé aussi, et puis ça coûte trop cher. On nous a dit que ça coûtait trop cher, qu'on pouvait nous le voler. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, à propos desquelles on vous disait que ça coûte trop cher, donc non, désolé. Ah ben sur quasiment tout. Quasiment tout. Dès qu'on faisait remonter quelque chose, que ce soit les cafards, les conditions d'hébergement, ou même les conditions de travail, on peut se le dire, c'est bien, il n'y a pas le budget pour. Bon, il y a une chose qu'on ne vous a pas encore précisée. Dans certains centres,
il n'y a pas que des migrants isolés. Nous y avons aussi rencontré des familles qui peuvent vivre là depuis plusieurs années. Comme dans celui de Mérignac, à côté de Bordeaux. Aujourd'hui, il accueille 92 demandeurs d'asile, dont certains sont en très bas âge. Et tu te caches dans la chambre. T'as 3 ans. C'est vrai. Mais t'es vachement grande, dis donc. Des enfants qui grandissent au milieu d'équipements inadaptés. Selon les résidents, seules 4 ou 5 toilettes fonctionnent, soit un WC pour 20 à 30 personnes. Bonjour. Alice a 8 ans. Elle vit dans cette chambre avec sa maman depuis 3 ans. Et les toilettes, les douches, comment ça se passe? Ouais, j'ai jamais chez les toilettes. Et les toilettes, tu vas où du coup? Non, moi, il m'a acheté un peu. Mais ça doit te gêner un peu parce que... Et tous les enfants. Congolaise, Alice et sa maman ont obtenu le statut de réfugié l'an dernier. La petite fille est scolarisée en CE2 à l'école d'à côté. Tes devoirs, tu les fais où? Dans la chambre. Là, sur le lit? Non, on avait demandé des salles de jeu, ben, ils ont dit non, mais dans les salles de travail, ils ont dit non. Et à Paris, dans le 16e arrondissement, qu'en pense l'ancien président de CDC Habitat? Nous lui apportons des photos de notre visite au centre de Mérignac. Je vous laisse, si vous avez envie de les commenter. Ou... Ça, c'est une femme qui baigne son... Ah, c'est ça que je ne voyais pas. C'est une femme qui baigne son bébé dans la chambre parce qu'elle ne peut pas le baigner dans les douches. Ça, c'est l'une des cabines de douche, qui sont les cabines de douche d'origine, en fait, des forêts. Je vous dis les choses telles que je les vois. C'est pas idéal, ce que vous montrez. C'est pas non plus profondément scandaleux, quoi. Vous voyez? Mais est-ce que c'est digne? C'est peut-être ça, ou est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est... Comment dire? Qu'est-ce qu'on entend par digne, en fait? Ah ben, je sais pas, vous imitez-vous votre conception de la dignité, enfin... Ah ben, ma conception de la dignité, c'est que d'abord des conditions d'accueil de confort minimum de salubrité soient assurées. On leur offre un habitat digne. C'est ça ou la rue, en fait, c'est ça? Un peu, oui. Mais parce qu'ils sont quand même... Ou un campement de fortune. Et là, vous voyez, honnêtement, enfin, là, je vous dis ce que je pense. Comment dire? C'est une espèce d'instruction à charge, vous voyez, qui n'est pas ni objective, ni réaliste. C'est-à-dire? Disons, voilà, je vais vous dire, ici, on est dans un appartement du 16e arrondissement, bourgeois. Levez la tête. Oui, c'est vrai. On a oublié de vous en parler. En arrivant chez Monsieur Hichet, on avait remarqué un gros pépin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, on a eu des dégâts des eaux. Un dégât des eaux au plafond. Oui, vous avez un dégât des eaux, oui. Ouais. Bon, vous faites une photographie de ce truc-là et vous dites l'ancien président de CDC Habitat ne vit pas dans un appartement digne. Oui, mais... Non, mais parce que derrière tout ça, excusez-moi, c'est pas parce que vous montrez des dégâts des eaux que vous faites une instruction objective du dossier. Non, j'allais simplement vous dire qu'effectivement, le reste du contexte de ces bâtiments ne ressemblait pas forcément à votre appartement. Mais qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, ce que l'on croit, Monsieur Hichet, c'est que la vidéo de la petite Alice Oh, je vais jamais chez les toilettes. va provoquer la fin de notre interview. Et les toilettes, tu vas où? Bon, je vous ai déjà clairement répondu. Et notre entretien va finir par s'arrêter là, si vous voulez. Alors, pardon, c'est pas du tout pour... Je vous rends votre tablette parce que je sens que l'interview s'est bien passée. J'essaie de vous expliquer des choses et je pense que maintenant, on est en train de changer de ce registre. Donc, je vous prierai maintenant de bien vouloir nous laisser. Je n'ai même plus envie de discuter avec vous. Dommage tout de même que vous ne souhaitiez pas poursuivre l'interview. C'est discourtois. Je vous reçois ici, chez moi, et vous êtes discourtoise.
Au revoir, madame. Au revoir. L'accueil des demandeurs d'asile, ça n'est pas juste de l'hébergement. C'est aussi un accompagnement administratif, juridique et social. Une obligation légale. Or, dans le système des PRADA, les moyens humains ont été calibrés au plus juste. C'est un travailleur social pour 50 résidents et parfois plus. Pourtant, il y a un enjeu primordial à la clé. Aider les demandeurs à préparer au mieux leur dossier pour obtenir leur statut de réfugié. Une personne va déposer une demande d'asile. Oui. Et donc, vous avez avec elle un entretien pour préparer son dossier de demande. Exactement. Il y a énormément de choses qui se jouent à ce moment-là. Oui. Tout se joue là. En fait, une première partie de cette demande d'asile, elle se joue là. Et là-dessus, vous aviez des temps limités? Oui. Oui. Là-dessus, on avait 50 minutes à 1 heure maximum, avec traduction comprise. La personne devait tout nous raconter. Voilà. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans son pays, pourquoi elle a fui, et pendant l'exil, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des traumatismes également. Et on devait tout retraduire. J'avais l'impression d'être un robot. Très bien, dites-lui dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait une arme, comment il s'est enfui, est-ce qu'il a pris un transport, Voilà. Ce sont des récits horribles de nuit. Même nous, on se baigne, voilà, on fait des demandes d'asile où ils nous montrent des photos du pied de leur père, parce que c'est tout ce qu'il en reste, qu'il a marché sur une mine, de son frère qui a été abattu de 2 balles dans la nuque, et on voit ces photos-là. Bon, mais ok, merci, on passe à autre chose. On n'a pas le temps d'être dans le... Vous avez 50 minutes. Voilà, on n'a pas le temps d'être dans le petit. Et après, on lui dit, voilà, on va tout envoyer. Si tu as d'autres pièces complémentaires, voilà, merci, bonne journée. Pourquoi cette obsession d'économie dans ces centres d'accueil? La réponse serait en partie à chercher du côté du fonds d'investissement. Rappelez-vous, dans le montage financier, CDC Habitat aurait promis ce rendement. Ils vous l'ont communiqué à l'époque, le taux du fonds ou pas? C'était entre 3 et 4%. Entre 3 et 4%. Ouais. Pour l'immobilier, c'est pas mal. 3 à 4% de rendement annuel, sur un investissement initial de 100 millions d'euros. Mais, mis bout à bout, depuis l'ouverture des centres à la mi-2017, ça lui a rapporté combien à ce fonds? Nous nous sommes procuré les comptes d'Hémisphère sur les 5 premières années et demie. Regardons ces dividendes. Si l'on additionne tout ce qui a déjà été versé, on arrive pour l'instant à un peu plus de 18 millions d'euros. Et les actionnaires ont encore de belles années devant eux. L'État s'est engagé à financer les PRADA jusqu'en 2027. Selon nos calculs, au total, le fonds pourrait alors avoir engrangé plus de 32 millions d'euros. Le business du migrant ne connaît pas la crise. Mais il faut qu'on vous dise. Malgré ces millions de dividendes, un investisseur a préféré quitter le fonds Hémisphère. C'était en 2019. Discrètement, la Maïf, assureur militant, s'est retirée en cédant ses parts. Pourquoi ? Voici ce que nous a révélé un responsable de la Maïf sur cette décision de sortie. Il y avait un sujet par rapport aux conditions d'hygiène et de sécurité qui n'étaient pas remplies. En plus, sur place, je crois qu'il y avait des associations qui, en fait, s'étaient plaints ouvertement auprès du président de la Maïf de dire « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Excusez-moi d'être vulgaire aussi, mais qu'est-ce que vous foutez là dans cette galère? C'est pas la place de la Maïf. L'association avait parlé de marchands de sommeil, choses comme ça. Et je sais qu'effectivement, au vu des éléments factuels, voilà, la décision s'était imposée assez naturellement. Sauf que la Maïf n'a pas le droit de parler de tout cela publiquement sans l'accord préalable du gérant du fonds. C'est marqué dans cette clause de confidentialité, signée à sa sortie. Très efficace, cette clause. Même 5 années plus tard, on appelle Pascal Demurger, le DG du groupe Maïf. Monsieur Demurger, bonjour, c'est Élise Lucet. Je vous dérange? Je suis en conseil d'administration. On peut essayer de se rappeler un petit peu plus tard.
Ouais, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous appeler, en fait. Parce qu'on prépare un sujet sur Adoma, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les Prada. Vous êtes sorti du fond C'est ancien, ça, déjà. en 2019, ouais. Ouais, Et c'est ça, on se pose la question de savoir pourquoi vous êtes sorti, en fait. Écoutez, d'abord, il faut que je reprenne un petit peu plus précisément l'historique pour ne pas vous dire de bêtises. Mais vous vous souvenez pas des conditions de votre départ global? Que c'était parce que les conditions d'hébergement n'étaient pas bonnes? Non, je vous assure, là, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. Vous me promettez que vous me rappelez? Ça marche, ça marche. Merci, monsieur Demurger, c'est très gentil. À vous, merci. À Merci, bientôt, à très vite, merci. Par SMS, le patron de la Maïf nous confirmera que cette clause de confidentialité lui interdit de nous dire quoi que ce soit. Quant aux autres actionnaires du fonds d'investissement, nous les avons contactés pour leur demander une interview. C'est non. Nous déclinons, nous ne souhaitons pas donner suite. Ou alors, ils nous invitent à nous rapprocher d'Adoma, le gestionnaire des centres. C'est comme ça qu'Élise est allée interviewer Alors, c'est là, hein? Emmanuel Balu. Bonjour, monsieur Balu. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Il est le directeur général d'Adoma. Au cœur de la campagne. Vous dirigez Adoma depuis longtemps? Depuis 2 ans et demi, maintenant. Ouais. J'ai attrapé le virus du social. Eh ben, on est bon. C'est un virus sympa, ça. Ouais. Mais d'abord, on va parler argent. Entre ce que vous donne l'État et ce que vous devez verser aux investisseurs privés, est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment d'argent pour à la fois accueillir et héberger correctement les demandeurs d'asile que vous avez? La réponse, oui. On estime qu'on fait un travail de qualité et on est dans les conditions d'accompagnement qui sont attendues par l'État et par les investisseurs. Les Prada ont une autre particularité pour la quasi-totalité d'entre eux. Ce sont d'anciens hôtels Formule 1. Est-ce qu'ils ont été transformés pour accueillir ces demandeurs d'asile 24 heures sur 24? Il y a effectivement eu des travaux très importants qui visaient à l'aménagement de ces chambres, mais surtout des parties communes. J'ai dit d'installer des laveries, d'installer des cuisines qui n'étaient pas du tout Mais par disponibles. exemple, ok, je vous montre ces images. Là, on est dans le plus grand Prada de France à Pau. Il héberge 140 demandeurs d'asile. Voilà à quoi ressemblent les portes coupe-feu à l'intérieur du centre. Il y a encore le verre cassé derrière nous. Et là, c'est du carton à la place de la vitre. Les joints qui sont complètement déchirés. Donc, les portes coupe-feu de Pau, elles sont dans cet état. Effectivement, dans cet état-là, je ne suis pas sûr qu'elles répondent aux normes de sécurité incendie et je le découvre. Vous n'êtes pas sûr? Il faut effectivement s'assurer. Il y a des contrôles très réguliers qui sont faits sur nos sites, sur les normes de Monsieur sécurité Balu, vous n'êtes pas sûr que cette porte coupe-feu répond aux normes? Dans cet état-là, à l'évidence, il y a un problème. Elles ont été tournées début 2024, ces images-là. Donc, elles ont vraiment quelques mois. J'en prends acte et donc on va s'assurer dans les meilleurs délais qu'elles soient mises aux normes si elles ne le sont pas. Les demandeurs d'asile, ils sont combien par chambre? Ils sont entre 1 ou 2 par chambre selon les configurations familiales, selon les configurations. On se tient strictement aux normes qui ont été définies par l'État. La plupart du temps, dans tous les Prada qu'on a pu voir, en fait, ils sont 2 par chambre. Oui, c'est possible. Alors on n'a pas eu de chance. On est allé que dans les endroits où ils étaient 2 par chambre. Combien vous en avez visité? Moi, j'en ai vu plus de la moitié et je vous le dis, c'est une moyenne de 1 personne et demie par chambre. Dans certaines chambres, ils sont 2, dans d'autres, ils sont seuls. Donc 2 pour 9 mètres carrés, ça fait 4,50 mètres carrés par personne. On se dit que c'est pas beaucoup et on se dit que c'est pas conforme à la loi, en fait. C'est exactement ce que le cahier des charges de l'État prévoit. C'est-à-dire 7 mètres carrés et demi par personne en tenant compte des espaces collectifs. 7 mètres carrés et demi par personne, effectivement, vous avez raison. Voilà le décret, il est ici. Je relis le décret. Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile permettent de préserver l'intimité de la vie privée, à savoir un minimum de 7 mètres carrés et demi par personne majeure isolée, en chambre partagée ou individuelle. C'est ça que je lis, moi. C'est ça qui est écrit. C'est effectivement comme ça que c'est libellé et c'est la manière dont c'est appliqué. Donc, en l'occurrence, la loi n'est pas respectée quand il y a 2 personnes. En tenant compte des parties qui sont sur les espaces collectifs. Mais non, c'est pas du tout ce qui est écrit. Nous sommes en totale transparence avec les services de l'État qui savent pertinemment, qui savent parfaitement comment nous accueillons les personnes sur ces sites-là. Est-ce que vous avez déjà été au Prada de Mérignac? Je ne m'y suis pas rendu. Ça ne fait pas partie de ceux que j'ai visités, mais j'en ai visité plus de la moitié. Alors, je voudrais... Pardonnez-moi si vous n'y êtes pas allé, mais vous montrer un témoignage. C'est celui d'une jeune résidente. Elle s'appelle Alice, elle a 8 ans. Elle est hébergée là avec sa maman depuis 3 ans. Elle est scolarisée pas loin du Prada. Et voici ce qu'Alice nous a expliqué.
Et les toilettes, les douches, comment ça se passe? Moi, j'ai jamais chez les toilettes. Et les toilettes, tu vas où du coup? Bon, maman, elle m'a acheté un peu. Non, on avait demandé des salles de jeu, ben, ils ont dit non, mais dans les salles de travail, ils ont dit non. Réaction au témoignage d'Alice? Forcément, ça m'interpelle. C'est pas une situation satisfaisante du tout. On va pas dans les toilettes, on n'a pas de salle de jeu, on n'a pas de salle de travail. Quand on en demande une, on l'a pas. C'est infiniment regrettable et je suis très sincèrement désolé pour cette jeune fille. Elle ne devrait pas avoir cette petite situation, cette petite fille, absolument. Elle a 8 ans. Oui. Là, vous êtes le patron d'Adoma. Voilà ce qui se passe dans votre centre. C'est choquant. Et effectivement, il faut qu'on lui assure des conditions d'accueil meilleures que ça. Elle y a le droit. J'en suis profondément désolé. Et je vous le dis, c'est tout à fait insatisfaisant. Et c'est éminemment regrettable. Cette situation-là, elle ne devrait pas exister. Personne ne devrait avoir à vivre cette situation. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas le reflet des ambitions qu'on porte en termes de qualité d'accueil. Alors, nous, on a analysé les comptes du fonds Hémisphère, le propriétaire des bâtiments. En 5 années et demie, le fonds Hémisphère aurait encaissé un peu plus de 18 millions d'euros de dividendes. On se dit qu'une partie de ces 18 millions d'euros, ça aurait pu servir à acheter du papier toilette, à aménager une salle de jeu, à aménager une salle de travail, à faire qu'il n'y ait pas des eaux usées qui remontent. C'est ça qu'on se dit. Mais on aurait pu aussi avoir des chambres d'hôtel gratuitement. Mais ça n'existe pas dans la réalité. C'est pas ça que je vous dis. Non, attendez. Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons pu avoir... Pas ce que je vous dis, je suis en train de vous dire que là, les 18 millions d'euros de dividendes qui ont été versés à ces investisseurs privés auraient pu servir à avoir effectivement des conditions d'accueil de qualité. Mais je ne connais pas d'investisseurs ou de prestataires privés qui travaillent à prix coûtant ou à perte. Non, mais même au détriment des conditions d'accueil. Mais ce n'est pas le sujet. Là, je vous dis que les conditions que nous ont permis d'avoir pour louer ces chambres, grâce aux investisseurs, ça nous permet de déployer plus de moyens pour l'accompagnement, pour l'accueil et la qualité de l'accueil. Vous n'avez pas encore tout vu, Monsieur Balu. En lisant les documents internes du fonds d'investissement, nous avons découvert un sérieux problème dans plusieurs Pradas qui pourraient mettre en danger leurs occupants. L'amiante. Et ça, le fonds le savait avant de racheter les hôtels. À Pau, un audit en signalait dans les portes coupe-feu. Et à Mérignac, dans les enduits des murs intérieurs. Sur place, les voici, les enduits suspects. Par endroits, ils semblent même très abîmés. À l'entrée d'une chambre, il y a carrément une gaine béante dans la cloison, remplie, semble-t-il, de poussière d'enduit. Nous allons y prélever un échantillon. Puis, nous l'envoyons dans un laboratoire pour analyse. 15 jours plus tard, voici la concentration d'amiante mesurée dans notre échantillon. Il y a 17 846 fibres par centimètre carré. Or, cette gaine saturée d'amiante est à l'entrée d'une chambre qui accueille une femme et sa fille de 5 ans. T'es contente de ton école? Voilà le résultat. Cette analyse, nous sommes allés la présenter à un spécialiste. Ouais, c'est incroyable. Ancien ouvrier malade de l'amiante, Didier Faure dirige son propre bureau d'expertise. Il milite aussi à l'association de défense des victimes de l'amiante pour une meilleure prévention. Est-ce que l'amiante, c'est dangereux, oui ou non? La réponse est oui. L'amiante, c'est dangereux pour la santé. Il suffit d'une fibre, en fait. C'est ce qu'on dit, une fibre tue. Là, par centimètre carré, il y en a 17 846. Oui, tout à fait, oui. Non, moi, j'en reviens pas. Il y a un risque, par exemple, pour cette mère et sa fille qui habitent dans cette exploser l'amiante, vous voyez bien que forcément oui. Moi, je dirais que bien sûr qu'il y a un risque. Mais là, il faut boucher. Il faut faire quoi, là, sur ce trou, par exemple? Mais moi, c'est tout le support qui m'inquiète. Parce que l'amiante est partout. C'est tout qui est dangereux. C'est l'enduit qui est dangereux. C'est l'enduit qui est amianté. Donc, est-ce qu'on a fait des mesures d'air? Est-ce qu'aujourd'hui, le propriétaire peut dire non, mais on a de l'amiante dans les enduits, mais on fait régulièrement des mesures d'air? Adoma a-t-il pris la mesure des problèmes d'amiante dans certains de ces centres d'hébergement? L'opérateur peut-il garantir la sécurité des demandeurs d'asile? Retournons voir Emmanuel Balu, son directeur général. Est-ce que pour vous, les travaux qui concernent tout ce qui peut être amianté sont des travaux d'urgence? Et est-ce que pour vous, ça a été réalisé?
Alors, l'amiante, c'est un sujet très spécifique qui répond à des normes très précises. Est-ce que c'est urgent? Quand il y a de l'amiante quelque part? C'est urgent quand ça représente un risque pour la santé. C'est ce que dit la loi. OK. Alors, on s'est rendu au Prada de Mérignac. Ouais. On a fait un prélèvement de poussière dans cette gaine laissée béante à l'entrée d'une chambre où vivent une maman et sa petite fille de 5 ans. Je vous montre bien les photos. Voilà où on a fait le prélèvement. Le résultat de l'analyse, je vous laisse le découvrir. Il est ici. On y a retrouvé 17 846 fibres d'amiante par centimètre carré. C'est évidemment totalement insatisfaisant. J'en prends acte, je ne connais pas cette situation et je vous le dis, ce ne sont pas des situations à laquelle nous sommes confrontés parce que nous faisons des contrôles, nous sommes en permanence vigilants sur ces sujets-là. La sécurité, c'est le tout premier sujet, la santé des personnes qui sont sur nos sites. C'est dangereux. Enfin, évidemment, une seule fibre d'amiante, c'est cancérigène, il y en a 17 846 par centimètre carré. Et donc, c'est à l'évidence un problème dont il faut qu'on s'occupe très rapidement. Comment se fait-il que nous, quand on va dans les Pradas, on voit ça et vous, manifestement, vous nous dites tout va bien, c'est super? Je vous dis ce qu'il en est, à savoir qu'on a des équipes qui sont mobilisées parce que c'est notre première préoccupation. La santé des personnes qui vivent dans ces sites, la santé des personnes qui y travaillent, il n'y a pas de plus grande priorité pour nous. On y consacre beaucoup de moyens et manifestement, ils ne sont pas suffisants, donc on va prendre acte et on va regarder ce qu'il en est. Mais je vous le dis, systématiquement, les repérages amiante, en tout cas c'est ce qui est demandé aux équipes, c'est ce qui est prescris par la loi et nous appliquons la loi. Oui. Je crois que ma collègue me fait signe parce que j'ai une dernière question, promis, après c'est terminé. Est-ce que pour vous c'est une erreur de confier l'accueil de demandeurs d'asile en partie à des groupes privés? Est-ce que pour vous l'accueil des migrants c'est un marché? L'accueil des demandeurs d'asile, c'est la mission d'Adoma et de plein d'associations, d'opérateurs qui doivent pouvoir compter quand il y a une urgence, des solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier très difficile, c'est des équations très difficiles sur des partenaires privés. Il y a beaucoup de missions de service public qui sont assurées en s'appuyant sur des partenaires privés, sur des soutiens privés. D'accord, donc vous êtes toujours en train de nous dire, là vous êtes donc, vous, favorable à ce qu'il y ait des investisseurs privés dans le marché de l'accueil des migrants? Je n'ai pas du tout employé cette expression de marché. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Et c'est pas du tout, ça relève pas du tout d'un marché comme vous le dites. C'est une mission, c'est une mission qui est déléguée par l'État, une mission de service public, et ça apporte une vraie contribution qu'on puisse avoir dans des dispositifs comme celui-là, la contribution de partenaires privés. Merci Monsieur Badu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame Monsieur. Depuis notre tournage, Adoma a réalisé des mesures d'air dans le centre d'accueil de Mérignac. Leurs résultats sont conformes, mais selon leurs documents, ils n'ont pas fait de prélèvement dans la zone où nous avions détecté de fortes concentrations d'amiante. Enfin, ils nous annoncent avoir commencé des travaux sur le site de Pau et s'apprêtent à en lancer sur celui de Mérignac. Ces derniers temps, quand on vous parle d'immigration, vous entendez forcément cela. La maîtrise de l'immigration correspond également à une demande des Français et des Françaises. Nous devons mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français. Cet article vise à faciliter les expulsions, notamment des personnes qui représentent une menace pour l'ordre public. On peut multiplier par 3 l'expulsion ou l'éloignement des étrangers délinquants. Expulsion. Mais de quoi parle-t-on ? En 2023, la France a procédé à 11 722 éloignements forcés. Comment ces étrangers en situation irrégulière sont-ils renvoyés? Il y a d'abord les vols commerciaux sur des lignes régulières. Le ministère de l'Intérieur achète des billets auprès des compagnies et embarque discrètement les migrants avant le reste des passagers. Ils seront escortés durant tout le voyage. Ces reconduites représenteraient 80% des éloignements contraints. Restent certaines opérations d'éloignement dont il n'existe absolument aucune image. Le ministère ne communique jamais dessus. Elles se déroulent à bord d'un jet. Celui... juste ici. Non, on va l'y mettre. Un jet que l'État loue à l'année auprès d'une compagnie aérienne privée. Mais cet avion, vous allez voir, l'État visiblement préfère le faire voler sous les radars.
D'abord, quand on appelle le ministère de l'Intérieur pour en savoir plus, voici la réponse. Good afternoon, Non, sorry. Celle-ci. Je vais relancer. Ah non, celle-ci? De notre côté, on a relancé, mais effectivement, on n'a plus de retour encore. Je vois des mails, donc je vais essayer de transférer au service. Il a fait passer à un autre conseiller du cabinet, je suppose pour élément de réponse. Nos premières questions pourtant sont simples. Pourquoi utiliser un jet privé, en plus des vols commerciaux, pour renvoyer des étrangers? Quels sont les profils des migrants éloignés? Combien coûtent ces opérations? Je fais le point avec ma hiérarchie sur le sujet, on revient vers vous rapidement. Allô? Place Beauvau? Pas de réponse. Mais heureusement, on a un tuyau. Le jet de la PAF ferait régulièrement un stop à Marseille pour embarquer des étrangers en situation irrégulière. Mais pas depuis l'aéroport public. Selon nos infos, ça se passe du côté de ce petit terminal à l'écart, réservé aux vols privés. Le tarmac est interdit d'accès, mais on peut filmer la piste à travers le grillage. Ah, il faut être là en fait. Ouais. Il faut être juste ici. Ce jour-là, il n'y a pas de vol d'éloignement. Mais ce n'est que partie remise. Une semaine plus tard, nous voici de retour. Pardon pour l'image qui bouge, mais là, on est sous le choc. Eh ben oui, on ne voit plus la piste. Depuis notre passage, ces plaques ont été installées sur le grillage et nous empêchent de filmer quoi que ce soit. Dites, c'est à cause de nous, là, cette opération d'occultation? Parce qu'en effet, il y a bien un vol de la police aux frontières qui décolle de Marseille. Nous l'identifions grâce à cette application, qui permet de tracer les avions présents dans le secteur et grâce à une petite particularité. C'est cet avion. POF 75. POF 75. C'est l'indicatif utilisé par la PAF pour ses vols d'éloignement. Allez, on met POF 75 sous surveillance. Et on en profite également pour demander au ministère de l'Intérieur les profils des étrangers renvoyés à bord du jet. De nouveau, c'est le silence, place Beauvau. Alors, nous reprenons notre enquête sur le terrain. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. POF 75 est annoncé ce matin à l'autre bout de la France. Dans un autre aéroport d'affaires, Orléans, Loire-Valais. Et cette fois-ci, la vue est parfaitement dégagée depuis ce champ, à 300 mètres du terminal. Une voiture de police est déjà garée devant. Ah, il arrive. Tu le vois ou pas? 5 minutes plus tard, le jet de la PAF atterrit. C'est un Beechcraft. Notez bien son immatriculation. C'est 5 lettres. FHBCK. À bord, il n'y a que des policiers. Regardez, ils portent un brassard orange. Nous en comptons 10. Mais où sont les migrants? Les voici qui sortent du terminal sous bonne escorte. Et là, attention. Nous allons assister à une nouvelle opération d'occultation de l'opération. Au lieu de cacher les migrants dans le van, les policiers vont les cacher derrière. Ah ouais. Ils font ça pour nous masquer la vue, tu crois? L'un après l'autre, encadrés chacun d'une paire de policiers, 5 hommes embarquent. En comptant les migrants plus l'escorte, le jet est quasiment au complet. À l'intérieur, il n'y a que 19 places. Résumons. Un jet spécialement affrété, avec à bord 10 policiers, pour renvoyer 5 migrants.
En attendant le décollage de POF 75, une question nous tarabuste. Qui sont ces étrangers si importants à éloigner pour que l'État déploie autant de moyens? Dans quel pays les reconduit-on? Et on voit le suivi de l'avion. Et donc là, il est bien entre Orléans et Vienne. Ce Vienne-là? Ah, Scheiße! La France n'expulse pas des Autrichiens, tout de même. Non, effectivement. Mais alors, pourquoi renvoyer des migrants chez nos voisins européens? Pourquoi affréter un jet privé pour de petites distances? Quand on a des questions à cache, la solution, c'est d'aller chercher un témoin à l'intérieur qui accepte de répondre. Allô? Ce jour-là, il était en voiture. Alors nous avons reconstitué la scène. Une silhouette l'incarne avec une autre voix. Après, si vous voulez faire ça dans un anonymat, la discrétion la plus totale, ça ne me dérange pas de vous parler, de répondre à quelques questions. Nous l'appellerons l'escorteur. Parce que c'est son métier. Ce policier est un membre actif de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, l'UNESI. Ceux qui, au sein de la police aux frontières, reconduisent les migrants éloignés sur les vols commerciaux, mais aussi sur POF 75. Vous avez déjà volé à bord de POF 75? Bah oui, Ça vous arrive souvent? une fois par semaine environ. Vers Vienne, mais pas uniquement. Ah oui, on fait ça. On fait du Madrid, on fait du Sofia, on fait à peu près tout dans l'Europe. Qui sont les gens qu'on raccompagne alors vers l'Europe? C'est quoi comme type de profil? Ça peut être des réadmissions de Dublin, donc forcément des personnes extra-communautaires qui sont entrées dans ces pays-là et qu'on ramène. En gros, c'est ça, mais c'est un peu plus compliqué. On vous explique. On l'appelle le règlement Dublin, parce qu'il a été signé à Dublin en 2003 par les États membres de l'Union européenne. Il concerne les demandeurs d'asile. Selon ce règlement, lorsqu'un migrant entre dans l'UE par un pays A, sa demande d'asile doit être traitée par les autorités de ce pays-là. Du coup, si ce migrant rejoint en attendant un pays B, ce pays a la possibilité de le renvoyer dans le pays A, le temps que ce dernier statue sur sa demande. Une occasion pour le pays B d'augmenter son chiffre d'éloignement forcé. Je vais pas vous mentir, vous savez, on vous parle que de chiffres. Il faut montrer qu'on est performant au niveau européen. Il faut ramener du chiffre, il faut faire de l'expulsion. Ces Dublinés sont loin d'être anecdotiques. En 2023, 2739 demandeurs d'asile ont été renvoyés par la France dans le cadre d'une procédure Dublin, soit 23% des éloignements forcés. Et ces réadmissions Dublin seraient l'un des moteurs de POF 75. Nous nous sommes procuré son historique de vol. En 2023, le jet de la PAF est sorti 164 fois de France. Espagne, Allemagne, Italie, Pologne. Le jet s'envole très régulièrement vers les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen. Mais il reconduirait également des migrants venus d'autres pays européens, comme par exemple l'Albanie ou la Bulgarie. D'après nos calculs, en 2023, tous ces renvois vers l'Europe auraient représenté 59% des opérations de POF 75. C'est donc la plus grosse part de son activité. Les 41% restants, ce sont des vols vers l'Algérie et parfois la Tunisie. Selon nos informations, POF 75 a d'ailleurs participé en février 2024 à l'expulsion d'un imam accusé de prêche anti-français dans sa mosquée du Gard.
Interpellé à la mi-journée, renvoyé dans la soirée. L'imam Majoub Majoubi a donc été expulsé vers la Tunisie hier soir. C'est félicité Gérald Darmanin. Mais ce jet, l'escorteur va nous l'apprendre, aurait aux yeux du ministère encore une autre raison d'être. Des fois, on ramène des familles. C'est beaucoup plus discret de ramener en Beechcraft que sur un avion de ligne. Des familles reconduites par avion privé. L'information avait été confirmée aux parlementaires par un haut responsable de l'État en 2018. Alors je dois vous dire qu'il nous arrive en effet d'utiliser le Beechcraft pour des éloignements de famille. Pourquoi ? Parce que les éloignements de famille sont particulièrement délicats, notamment parce qu'il y a des jeunes enfants. Lorsque nous avons recours au Beechcraft, ça nous permet d'avoir plus de souplesse quant au point de départ. Sinon, on va devoir aller interpeller la famille, la placer en centre de rétention, ce qu'on ne manquera pas de nous reprocher, pour lui permettre de prendre le vol commercial qui probablement ne partira que le lendemain ou le surlendemain. Le jet privé, un outil souple pour des éloignements plus humains. Ce n'est pas tout à fait le souvenir qu'en garde Sandra, que vous connaissez déjà, et sa famille. En 2022, ils ont été renvoyés du Cantal. La préfecture ne leur avait pas accordé l'asile. C'est marrant. Alexandra. Nous, c'est juste un parent qui vient ici à France pour trouver du travail et donner un vivre normal pour notre enfant. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. Au petit matin, après plus de 3 ans de vie en France, les autorités ont sorti les grands moyens pour les interpeller. Ce matin-là, je devais aller au travail. Je me lève, je m'habille et je descends un peu avant 6 heures. J'ouvre la porte de la maison et je tombe sur des policiers. Là, un grand type m'attrape, me pousse contre un mur et me demande mon nom. Et voilà, j'ai dû rester dehors. J'ai entendu la porte et des bruits de pas dans l'escalier. J'ai entendu les pleurs des enfants car les policiers sont d'abord entrés dans leur chambre. Ils se sont trouvés seuls avec des policiers en armes. Je ne souhaite à personne de vivre ce que nous avons vécu ce matin-là. C'est... Je ne comprends pas comment on peut envoyer autant de policiers pour une famille avec 5 enfants. Ce n'est pas normal. Le couple raconte qu'au total, une quarantaine d'hommes ont été mobilisés pour leur famille. Ce déploiement de moyens, leur plus jeune fils, l'a encore moins compris. Il avait 7 ans. J'avais peur. J'étais choquée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'ai réalisé qu'une fois dans la voiture, en route vers l'aéroport. Un vol direct pour Belgrade, depuis l'aéroport d'Aurillac, totalement bouclé ce jour-là pour l'opération. Discrètement, Sandra a réussi à prendre quelques photos à l'intérieur. Ils nous ont mis dans ce van, et avec le van, ils nous ont amenés jusqu'à l'avion. La famille embarque à bord d'une vieille connaissance, FHBCK, alias POF 75. Un mois qu'on nous retourne à Serbie, tous les nuits, c'est très très peur. Après, c'est beaucoup de peur. Et tous les soirs, ah bon, quelque chose, j'écoute. Ah, c'est des polices arrivés pour récupérer nous. Juste la peur, ça reste. Pour tout le monde, tout le long. Après 3 heures de vol, terminus, Belgrade. En guise de revoir, Sandra affirme que les escorteurs français lui ont tenu un discours surprenant. Le policier dit nous, ah, c'est pas grave, nous maintenant, vous sortez du Belgrade et après vous retournez en français, c'est quoi du problème, ça c'est juste. C'est vrai, après tout, la Serbie c'est presque la porte à côté. Tout cet argent dépensé,
Alors qu'il nous suffirait de nous asseoir dans un bus pour revenir. Un ticket de bus depuis la Serbie, c'est 100, 150 €. C'est ça, c'est absurde. Parmi nos interlocuteurs, un autre semble partager la même conclusion. Celui dont le métier consiste justement à reconduire les migrants. L'escorteur. Près d'une décennie que ce policier de la PAF participe à des opérations d'éloignement. C'est vrai que quand on raccompagne des gens à Zagreb ou à Belgrade, ce sont des gens qui peuvent revenir très facilement. Finalement, il suffit de prendre... C'est ce qu'ils font. C'est pour ça comment je pourrais vous dire ça? On écope l'océan à la petite cuillère. Derrière cette politique, qui peut paraître vaine, le policier questionne aussi le profil des personnes éloignées de force. On entend souvent dire, voilà, la priorité maintenant, elle est sur les troubles à l'ordre public. Dans la pratique, vous, de ce que vous constatez, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, en fait. Mais si, on en fait aussi, mais au lieu de se concentrer sur ces personnes-là, on ramène beaucoup plus de personnes dont le simple fait, c'est d'être en France et de ne pas avoir de papier. Et de ne pas avoir causé trop de grosses difficultés ou gros problèmes judiciaires. Ça veut dire qu'on peut aussi ramener des gens qui sont en fait insérés. C'est ça que vous voulez dire? Bah oui, parfois on ramène des pauvres types qui ont travaillé pendant 30 ans et qui se font attraper parce qu'il y a eu un contrôle de l'URSSAF. Et on les ramène parce qu'ils sont sur des chantiers sans papier. Je pense qu'on est dans un métier où on espère rendre service à la société et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours les gros méchants qu'on ramène. Des migrants renvoyés par jet privé? Combien coûte à l'État la location de cet avion? Quelles compagnies aériennes bénéficient de ce contrat? Nous tentons d'en savoir plus sur cet appareil utilisé par la PAF, grâce à un détail, les 5 lettres inscrites dessus. FHBCK. Un avion, c'est comme une voiture. Chaque véhicule a son immatriculation. Sauf qu'à la différence d'une voiture, toutes les infos liées à cette immatriculation sont publiques, accessibles dans le registre des aéronefs de l'aviation civile. FHBCK renvoie vers une société privée, la compagnie Chalair. Une compagnie française qui exploite des lignes régionales. C'est la dame qui le dit. Choisissez votre destination parmi nos lignes régionales et organisez votre voyage en toute simplicité. Coût, organisation, le patron de Chalair va sans doute pouvoir nous éclairer sur les modalités précises de sa collaboration avec le ministère. Chalair Aviation vous remercie de votre appel et vous invite à patienter quelques instants. On appelle donc Alain Battisti pour convenir d'un entretien. Allô? Oui, monsieur Battisti? Oui, c'est moi. Je suis journaliste, je travaille pour France 2. Je m'intéresse notamment aux éloignements aériens et donc aux vols réalisés par la police aux frontières. Je ne donnerai pas d'interview à ce sujet. Chalair raté pour l'interview. Jeu de mots. Nous, notre responsabilité, c'est de louer un avion contenu. C'est l'expression qui est utilisée dans ce type d'opération, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition une machine et on fait la maintenance de cet avion. Après, eux, ils décident de là où ils vont, de ce qu'ils font en fonction des ordres de leur hiérarchie. D'accord. Donc vous, très concrètement, vous êtes rémunéré... Enfin, la compagnie, elle est rémunérée pour quoi, très concrètement? Lisez le marché, puis vous aurez la réponse dedans. Est-ce que vous seriez, vous, éventuellement d'accord pour nous communiquer le chiffre d'affaires que la compagnie réalise sur ce marché année après année depuis... Non, je ne répondrai pas. Selon le patron de Chalair, au revoir, monsieur. Il nous suffirait pour connaître le coût de POF 75 de lire le marché public. Alors, nous nous plongeons dans les documents. En fait, voici la seule information disponible. L'État paie un montant global à la compagnie pour la mise à disposition permanente d'un avion et sa maintenance technique. 8,166 millions d'euros sur 4 ans, minimum. Soit plus de 2 millions d'euros par an. Donc, sur l'année 2023,
10 700 € par journée de vol effectué. Mais là, on vous parle seulement du coût de location de l'avion. À cela, le ministère doit ajouter la facture du carburant, le salaire des pilotes et celui des escorteurs, dont le nombre à bord dépend, du nombre de migrants éloignés. Ces données, elles, n'ont jamais été rendues publiques. Alors évidemment, nous avons demandé ces renseignements à la Direction de l'information et de la communication du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en relation avec le standard du ministère de l'Intérieur. Pour des raisons de sécurité et d'amélioration de la qualité de service, cet appel est susceptible d'être enregistré. Ça a duré plus de 6 mois. Et puis enfin, par une magnifique journée d'automne, notre téléphone a sonné. Allô? Oui, bonjour madame. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur, madame. Oui. En fait, je vous appelle, je suis chargée des évaluations d'appel après votre contact avec le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et dans ce service, vous avez obtenu des renseignements? Vous voulez dire à la direction de l'information et de la communication? Non. Et pour tout vous dire, en fait, ça fait 6 mois qu'on essaie de les avoir, ces renseignements. Oh là là. Donc là-bas, vous avez eu absolument rien et vous dites que vous avez 6 mois d'attente, hein, c'est ça? D'accord, madame. Bon, bah écoutez, en espérant que ça va s'améliorer, je le note en tout cas. Merci, au revoir, madame. Bon après-midi. Au revoir. Après cette conversation, nous reprenons espoir. Allez, on y croit. Le ministère de l'Intérieur va finir par nous répondre. Promis, on vous tient au courant. Ok.